Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire Schema Alumni sur comment convaincre quand on ne coche pas toutes les cases. Je suis Mej Rivet, je suis manager carrière pour Schema Alumni, pour ceux qui ne me connaissent pas. La personne que vous voyez à l'écran est Cyril Regour, c'est lui qui va prendre la parole dans quelques secondes pour aborder ce sujet pendant 1h15. Nous sommes donc ensemble jusqu'à 13h30. Je vous invite dans un premier temps, s'il vous plaît, à m'indiquer via l'onglet chat. Vous avez normalement sur le panneau d'options de l'outil GoToWebinar un onglet chatter. Si vous pouvez m'indiquer si vous m'entendez bien. Alors, vous ne me voyez pas, c'est normal car je n'ai pas activé ma caméra. Et si vous voyez bien Cyril, je veux bien juste qu'on fasse un test audio aussi, vérifier que toi, ça fonctionne. Oui, bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc merci de m'indiquer dans l'onglet chat si c'est OK, si vous nous entendez bien. Quelques informations concernant ce webinaire. Donc, nous sommes ensemble jusqu'à 13h30. Ce webinaire est normalement enregistré, entièrement enregistré. Je dis normalement car nous avons eu un souci sur la dernière session et l'enregistrement n'a pas pu se faire. Donc, j'espère que cette fois-ci, ça fonctionnera correctement. Vous recevrez donc l'intégralité du replay vidéo dans les jours à venir, encore une fois en croisant les doigts pour que tout se soit bien passé. Vous avez la possibilité d'interagir avec Cyril. Je pense que Cyril, tu auras prévu des moments de questions ou d'interaction, notamment soit via l'onglet chat, soit l'onglet questions. N'hésitez pas à utiliser soit l'un, soit l'autre. Alors effectivement, Catherine, Miroslav, Arthur me disent qu'il n'y a pas de souci au niveau du son et qu'on nous voit. Timothée me dit qu'on nous voit bien, donc tout va bien, parfait. Eh bien, écoutez, je vais laisser la parole à Cyril. Je suis moi, alors j'éteins mon micro, mais je suis en backup. Si besoin, n'hésitez pas à me solliciter via la partie questions. Vous pouvez envoyer une question uniquement à une personne ou à l'ensemble des participants. Vous êtes 21 diplômés aujourd'hui à être inscrits à cet atelier. Et voilà, je crois que je n'oublie rien. Cyril, c'est à toi et je vous souhaite un très bon atelier. Super, merci Mej. Bonjour à toutes et à tous. Donc, ravi de vous accueillir pour ce nouveau webinaire avec un sujet que j'anime pour la première fois sur ce sujet, mais j'ai eu beaucoup de plaisir, comme je le disais à Mej, à préparer et je suis curieux de vos questions. Mej, d'ailleurs, une petite précision, je ne vois pas aujourd'hui les questions apparemment, mais c'est pas grave, je te demanderai de les relayer comme d'habitude. Pas de souci, je m'en occupe. Ouais, merci. Donc juste qui je suis déjà rapidement. Donc moi, je suis Cyril Regour, je suis diplômé comme vous d'une école de commerce, qui est l'EDEC en l'occurrence, pendant 4 ans dans le conseil en stratégie et ensuite 11 ans dans 2 banques d'investissement, BNP Paribas et Société Générale. Et en 2012, en fait, je me suis reconverti. C'est ce que j'appelle le virage à 180 degrés. Et peut-être qu'il y aura des questions d'ailleurs sur ce sujet de virage. Euh, pour être du coup coach et formateur avec comme expertise principale la carrière et aussi le management et puis plein de sujets connexes puisque finalement on peut relier beaucoup de choses à tout ce qui est carrière et management. Voilà. J'anime depuis un certain temps d'ailleurs des webinaires pour Schema Alumni, c'est toujours un grand plaisir. J'aime bien donc toujours en amont des webinaires de faire connaissance avec le public et puis aussi pour être moi plus précis certainement dans certaines parties, je vais vous demander un petit peu quelles sont vos attentes. Alors, pas tellement de manière directe quelles sont vos attentes, mais quand vous voyez ce titre, en fait, comment convaincre sans cocher toutes les cases, finalement, quand vous êtes inscrit, peut-être, dans ce que vous avez lu de cette accroche pour ce webinaire, ou aujourd'hui, qu'est-ce que vous liez à cette question dans votre vie à vous en ce moment? Est-ce que vous avez peut-être une problématique très particulière? Et dans ce cas-là, je vous invite à la noter dans le chat. Est-ce que vous avez des pensées qui vous viennent liées à votre situation actuelle aussi, et peut-être des pensées d'ailleurs pas forcément toujours positives? Donc là aussi, je suis curieux que vous les mettiez dans le chat. Vous vous dites, je ne suis pas capable, des choses comme ça. Peut-être les petites voix intérieures qui n'aident pas forcément, en l'occurrence, quand il y a ces messages qui arrivent. Quel est votre ressenti, en fait, actuellement, qui fait que vous avez vraiment envie peut-être d'avoir des réponses dans le cadre de ce webinaire? Peut-être que vous vous êtes confronté avec la réalité déjà. Peut-être que votre projet, vous avez un projet d'évolution professionnelle et vous vous heurtez en fait à une certaine réalité. Vous vous heurtez à un feedback de certains recruteurs qui vous disent ah ben mais c'est pas possible pour toi de faire ça. Voilà. Je suis curieux de tout ça. Donc si vous voulez bien
avoir la gentillesse là pendant 1-2 minutes de mettre tout ça dans le chat. Ça fait beaucoup de choses, mais ça peut être du ressenti, une expérience que vous avez vécue récente, que vous voulez partager, peut-être votre situation de changement actuelle, que vous pouvez nous mettre comme ça dans le chat. Voilà, comme ça me permettra certainement d'être peut-être de plus appuyer, en tout cas, je pense, certains points dans le déroulé du webinar. Donc, allez-y. Du coup, je vois maintenant les questions. Merci, Mej. Je veux bien quand même, Mej, que tu commandes, du coup, quand il y a des choses qui arrivent comme ça. Bien sûr. Alors, Catherine nous dit qu'elle doit vendre un produit très technique sans formation, sans connaissances détaillées techniques. Ok. Romain dit qu'il essaie en ce moment de prendre un virage à 180 degrés. Après 5 ans en conseil en management en France, il s'installe à Singapour où il souhaite s'orienter vers un poste de sales, business development. Voilà, pour l'instant, c'est les 2 retours. Super. Effectivement, je les vois en tout petit, mais je les vois. Abdulkader nous dit comment faire pour présenter mon potentiel lors d'un entretien quand je n'ai pas toutes les qualités requises pour le poste. Miroslav nous dit pas de problématique particulière, une attente en termes d'employabilité future. C'est plus une approche globale, son attente. Ok. Et Romain complète en disant qu'il s'est heurté déjà à la réalité, il a essuyé 2 refus. Super. Très bien. Bon, de toute façon, il y aura effectivement des parties de questions et donc vous pourrez à tout moment dans ce webinaire poser des questions et notamment aussi à la fin. Donc le plan en fait que j'ai prévu, c'est déjà de parler, quand on parle de cocher toutes les cases, moi j'ai des clients parfois qui viennent à moi et qui me disent Cyril, voilà, j'ai cette impression-là et donc toujours moi je reviens à la réalité. Mais mine de rien, on a toutes ces pensées. Donc je vais vous parler de la petite voix intérieure. Est-ce le meilleur ami? Est-ce le meilleur ennemi de l'homme? C'est ce qu'on va voir en préambule avec tout ce qu'on appelle les croyances, toutes ces petites choses aussi qu'on peut avoir, et notamment les croyances limitantes. Voilà, comment finalement on gère quand on a ce genre de message, ce genre de pensée que l'on peut carrément qualifier de négative. Ensuite, on va voir ce que j'appelle la place de marché. La place de marché, c'est finalement, je suis moi candidat, où je suis entrepreneur et j'ai affaire à des recruteurs, où j'ai affaire à des clients. Donc il y a bien les 2 situations, mais qui sont finalement très très similaires. Je dois convaincre quelqu'un d'acheter un produit. Ce produit, si je suis candidat, ce produit, c'est tout simplement moi. Du coup, je vais vous montrer finalement quand est-ce qu'il y a éventuellement une problématique par rapport à la capacité, par rapport aux compétences. Et puis, donc, on va voir aussi un cas d'usage. Ensuite, vous voyez, j'ai mis une phrase allemande parce que je vis en fait en Allemagne, pour partie en tout cas à Berlin. Et donc, la logique, c'est quelque chose de très, très allemand. Et donc, je l'ai mis en allemand, mais reine Logik, meine Damen und Herren, c'est tout simplement, bien sûr, penser à la logique, en fait. Et je vais vous renvoyer à la logique et vous donner finalement la recette pour réussir dans cette phrase, finalement, comment faire pour y aller quand on ne coche pas toutes les cases. Vous allez voir, dans cette recette, elle est très simple. Il y a juste 3 ingrédients. C'est donc beaucoup plus simple que la recette des crêpes que j'ai mise en photo. Où vous voyez, il faut 5 ingrédients pour faire des crêpes. Donc, on élaborera particulièrement en détail sur cette recette. Et puis, je l'avais mis dans l'accroche, finalement, au final, comment finalement finir à avoir un message, et ce message quand on est candidat, ou d'ailleurs quand on est aussi entrepreneur, puisque l'expression vient de l'entrepreneuriat, c'est comment je présente à l'autre mon offre de service, et je vous donnerai un outil qui me semble, moi, simple et efficace pour justement réfléchir à ce wording, à ces mots très importants pour vous présenter à l'autre et exprimer votre offre de service. Je vous donnerai ensuite quelques ressources et puis il y aura une bibliographie d'ailleurs, des questions aussi à la fin, tout particulièrement. Voilà. Alors, les pensées, les émotions. Cocher toutes les cases. J'ai souvent des gens donc, qui viennent à moi et qui me disent « Cyril, il y a quelque chose qui ne va pas ». Ça a souvent à voir avec le CV, on le verra après. Et ces gens sont souvent heurtés à la réalité et me disent ça marche pas, je reçois que des refus,
ou alors ils n'ont pas encore commencé à candidater, mais ils ont une petite voix intérieure qui leur dit « il me manque quelque chose ». Ils ont cette conviction qu'on appelle en coaching tout particulièrement donc une croyance, et une croyance bien sûr qui n'aide pas, hein, on appelle ça la croyance limitante. Ils ont un message en tout cas qui leur dit « il y a quelque chose qui me manque, il y a quelque chose qui ne va pas ». Ce message, il vient parce qu'ils se sont heurtés à la réalité ou il vient d'une pensée qui est juste là, sans forcément d'ailleurs qu'il y ait vraiment une réalité derrière. Donc, c'est ce qu'on appelle, donc je ne coche pas toutes les cases, cette phrase que j'ai mis en rouge au tout début de cette slide, c'est ce qu'on appelle une pensée limitante, une croyance limitante. Et donc, il y a un outil de coaching, et j'ai mis là les questions pour déjà valider que cette phrase est vraie ou pas. Déjà, est-ce vrai, en fait, hein? Est-ce que je peux vraiment savoir si c'est vrai? Est-ce que, par exemple, j'ai quelque chose qui atteste que cette pensée, elle est vraie? Est-ce que j'ai vérifié finalement que je ne cochais pas toutes les cases? Et c'est là où, bon, vous l'avez vu dans mon plan, on va faire appel à un moment donné à la logique, en fait, hein. Et donc, comme tout ce qui est pensée, émotion, à un moment donné, il faut revenir à de la logique, peut-être pour calmer, pour prendre soin de soi, et finalement voir si cette pensée, cette émotion que l'on a, quand on la confronte à la réalité, est-ce que c'est bien vrai ou pas? Voilà. Ensuite, il y a les questions donc, pour gérer l'émotion. Quelle réaction suscite en toi cette pensée? C'est voilà. Qu'est-ce que ça vous empêche de faire finalement, notamment cette pensée, hein? En quoi elle est limitante? Si vous ne l'aviez pas, par exemple, qu'est-ce que vous pourriez faire? Qu'est-ce que vous pourriez faire de plus, hein? Et donc, en coaching aussi, quand j'accompagne une personne avec une pensée comme ça, une croyance limitante, ce qu'on cherche à faire, en fait, par un certain nombre de questions, c'est à transformer, c'est comme ça qu'on en parle, à transformer cette croyance. Et une personne, par exemple, que moi j'accompagnerais avec cette croyance « je ne coche pas toutes les cases », idéalement, elle va ressortir à la fin d'une demi-heure ou 3/4 d'heure d'accompagnement, c'est assez rapide, avec une autre phrase qui va être formulée positivement et qui va faire que du coup, elle va être reboostée. Donc cette phrase, c'est un exemple, je l'ai mise en vert, en bas de la slide, et ça pourra être « j'apporte un talent rare qui a une vraie valeur ajoutée pour ce poste ». Et on va le voir donc dans le cours de cette présentation, c'est déjà vérifier, donc ça c'est le point important, vérifier que ma croyance, elle est vraie ou pas. Donc ça on va le voir, c'est mettre de la logique. Et puis comment je peux faire finalement, si elle est vraie, pour finalement combler l'écart, hein, et y répondre. Et puis qu'elle soit vraie ou pas, de toute façon, c'est essayer de la remplacer, cette croyance limitante, par un message positif. Et on va voir que s'il y a des choses qui me manquent, vraisemblablement, c'est parce que je viens d'un autre secteur, je viens d'une autre fonction, je viens d'autre part en fait. Et cette autre part, mine de rien, on va le voir, me donne certainement une valeur ajoutée. Ce que j'appelle dans cette phrase verte là, le talent rare, que certainement beaucoup de candidats, beaucoup d'entrepreneurs qui offrent la même chose, qui ont peut-être un parcours beaucoup plus linéaire que moi, certainement que ce petit truc qui est ce talent rare, peut-être qu'ils ne l'ont pas, et peut-être que c'est la différence que je peux tout particulièrement vendre aux recruteurs ou aux clients. Et ce talent rare, on va le voir, moi je l'appelle la pépite, hein, cette différence, et comment il est important d'en avoir conscience, et comment cette différence, ce talent rare est au contraire par rapport au fait de ne pas cocher peut-être toutes les cases, une pensée positive qui doit vous booster. Voilà. Comment il faut du coup bien en prendre conscience, et on y reviendra. Donc, je reviens là déjà, puisqu'il y a notamment une personne ou deux donc, dans ceux qui ont déjà contribué aux questions, aux réponses, en tout cas aux questions que j'avais posées, qui parlent de, effectivement, virage. Donc, quand j'ai un client qui arrive avec un projet professionnel ou arrive avec une idée, j'essaie toujours de lui dire, OK, quel est ton projet professionnel? Et donc, moi, je définis le projet professionnel avec seulement 3 éléments. On peut en avoir beaucoup plus. La fonction, le secteur et la géographie. Et donc, idéalement, le projet professionnel, il est à la conjonction des 3 cercles que vous voyez affichés à l'écran. Tout d'abord, le qui je suis.
c'est-à-dire la personnalité, les centres d'intérêt, la motivation, le premier cercle. Et puis le deuxième cercle, c'est tout ce que sont mes connaissances, mon parcours académique et mes compétences, mon expérience professionnelle. Et puis tout ça, ces deux premiers cercles, on le confronte à la réalité du marché de l'emploi. Idéalement, le projet professionnel est au milieu, vous voyez le PP sur la slide, et ça c'est quand tout est pour le mieux, dans le meilleur des mondes possible. Je ne vais pas aller dans le 1 ou le 3. Le 3, je vous évite carrément, enfin, il ne faudrait pas y aller, puisque c'est un projet vraisemblablement qui ne correspond pas à votre personnalité. Le 1, vraisemblablement, il n'y a pas de marché de l'emploi. À vérifier peut-être, à tester une idée entrepreneuriale, essayer de lancer de manière peut-être bénévole avec des bêta-testeurs une offre et de voir s'il n'y a pas quand même quelque chose, peut-être plutôt en entrepreneuriat, à tester. Ceux qui ont des idées innovantes, oui, les premiers à avoir l'idée, il n'y a pas forcément de marché. Je vais prendre juste un exemple, là, aller vendre un projet moi, que j'ai fait il y a 25 ans quand j'étais au Québec, des entrepreneurs qui avaient une idée d'aller vendre des grillons séchés aux gens pour qu'ils les mangent. Voilà. Quelque chose qui se fait depuis longtemps en Asie, en Thaïlande, on voit ça sur les marchés. Dans notre culture occidentale, avoir la pensée que c'est faisable, waouh, c'était il y a 25 ans très innovant, ça reste encore aujourd'hui très innovant, mais ça l'est moins quand même qu'il y a 25 ans et des gens se testent là-dessus et testent s'il y a des consommateurs innovateurs qui veulent bien effectivement manger ça. Je vais juste m'attarder un tout petit peu là sur le 2. Le 2, c'est j'ai un projet professionnel qui correspond à qui je suis, à ma personnalité, tout va bien. Il y a un marché de l'emploi qui est là, il y a des offres, tout va bien. Mais, on le voit, le 2, en termes de compétences et de connaissances, il y a quelque chose qui me manque. Et donc peut-être que quelqu'un qui a la pensée de ne pas cocher toutes les cases va, en regardant des offres, se rendre compte qu'il y a une part de véracité. Peut-être même que cette personne va aller rencontrer un ou deux premiers professionnels et va valider qu'effectivement, dans son parcours, son expérience passée, il y a une connaissance, une compétence qui manque. Du coup, je suis dans le cas numéro 2, et ça, ce n'est pas juste une croyance limitante, j'ai vérifié que c'était vrai. Du coup, qu'est-ce que je fais avec ça? Eh ben, il va falloir que je comble vraisemblablement ce gap, cet écart, et donc là, c'est identifier comment quelque chose, une expérience sur le terrain finalement, ou une formation. Voilà. Qu'est-ce que je peux identifier par le net? Qu'est-ce que ces professionnels que j'ai déjà interrogés ou que je vais aller interroger vont me conseiller de faire comme expérience ou comme formation pour combler finalement cet écart et ne plus avoir, et finalement arriver à peut-être cocher toutes les cases, ou en tout cas cocher suffisamment de cases pour pouvoir faire acte de candidature, pour pouvoir proposer mes services à une entreprise si je suis freelance, entrepreneur, voilà. Donc ça, déjà, ce premier point, il est important et on aura l'occasion d'y revenir. Celui qui fait un virage, donc qui part d'un état présent, donc de son expérience, ses compétences, et il va vers un projet professionnel désiré. Donc là, il y a une personne qui témoignait du fait qu'elle a un projet, qu'elle estime que c'est à 180 degrés. Effectivement, c'est important, moi je pense, de se dire, OK, ma reconversion, mon mouvement, finalement, quel est l'angle? Est-ce que c'est 20 degrés, 90 degrés, 120 degrés ou 180 degrés? Parce que c'est vrai qu'en fonction de l'angle de changement, vraisemblablement, les messages que l'on va avoir dans la tête, c'est « waouh, c'est jouable » ou alors « ouf, ah ouais, 180 degrés ». Comment je suis avec cette pensée, pour revenir aux questions que j'avais sur la première slide? Voilà. Comment je peux faire pour quand même être en énergie positive? Et puis, c'est pas forcément parce que je me reconvertis à 180 degrés que l'écart de compétences, il est énorme. Je prends là juste rapidement mon exemple. Je me reconvertis donc en 2012 en tant que formateur au management et accompagnement carrière principalement avec ces deux briques. Et bien, très vite, tout de suite, quasiment, j'ai pu former au management parce que j'avais moi-même managé pendant 11 ans et je me suis vite rendu compte que quand je contactais des organismes de formation, eh ben,
aucun m'a dit qu'il me manquait quelque chose. Personne d'ailleurs ne m'a demandé si j'avais fait une formation de formateur. Et d'ailleurs, pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai jamais fait vraiment de formation de formateur. Et je vais faire pour la première fois de ma vie, en février 2020, à Berlin, pendant 5 jours, une vraie formation de formateur robuste, parce que j'ai vu cette proposition et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Je vais peut-être pas apprendre beaucoup de choses, parce qu'au final, par l'expérience, j'ai glané beaucoup de techniques et de choses, et puis aussi l'expérience que j'ai eue de former. D'être une personne en formation était énorme, hein. Voilà. Aussi, un autre exemple, je forme au management et en fait, la plupart des organismes de formation ou des entreprises qui proposent des formations de management demandent aux gens, et ça m'a toujours intrigué enfin, ça m'a longtemps intrigué, demandent aux gens de venir quand ils ont déjà 6 mois au moins d'expérience en management. Donc, c'est assez étrange quand même de proposer des formations en management à des gens et de demander qu'ils aient déjà 6 mois d'expérience. Ben, du coup, celui qui n'a jamais managé, ne doit-il pas se former en amont? Donc voilà, il y a comme ça un certain nombre de choses qui peuvent paraître paradoxales, mais finalement, on peut se lancer dans beaucoup de choses. Et je suis preneur de questions aussi, si vous avez des cas précis pour me challenger sur cette croyance, on peut se lancer dans beaucoup de choses sans forcément avoir ce que j'appelle, moi, la ceinture et les bretelles, bref, avoir fait en termes de formation tout ce qui est absolument indispensable. Voilà, on aura l'occasion d'y revenir certainement là-dessus. Toujours pour être dans cette logique de virage, c'est un support que j'utilise dans mes accompagnements carrière, que je vous montre là, où dans la première partie, finalement, on voit donc qu'il y a 2 axes, poste et secteur, parce que finalement, la géographie, elle est, entre guillemets, pas très importante, même si il peut y avoir, notamment sur des professions très fortement réglementées. Il y a l'exemple de l'un d'entre vous donc, qui va à Singapour. Voilà. Est-ce que effectivement les critères de recrutement pour le projet professionnel que j'ai pour Singapour sont les mêmes que finalement ce projet professionnel que j'ai exercé en France? Ou est-ce qu'il y a des choses qui, de par cette géographie différente, vont être demandées en plus? Et dans ce cas-là, comment je m'y prépare? Mais bon, là en l'occurrence, dans ce que j'appelle le cadran des possibilités, j'ai juste mis 2 axes. Le premier donc qui est le poste et le deuxième qui est le secteur. Et ce que je demande à mes clients, c'est de remplir, c'est un fichier Excel, hein, il peut y avoir beaucoup plus de cases que vous n'en voyez à l'écran. Et je demande à la personne de remplir son historique. Donc cet ensemble de couples, fonction secteur ou poste secteur que la personne a exercé dans toute sa vie professionnelle jusqu'à maintenant. Et donc, à chaque instant de notre vie, on a toujours 4 possibilités. Voilà ce que dit ce support, tout simplement. Le type A, c'est en gros de faire ce que j'ai déjà un jour fait en termes de couple, fonction, secteur. Le projet B, les projets B, ça va être, j'ai déjà eu la connaissance du secteur un jour dans ma vie, dans un de mes postes, mais la fonction va être nouvelle, voilà. Peut-être dans une mobilité, notamment en interne ou même en externe, voilà. J'ai envie de me tester sur une nouvelle fonction ou de rajouter dans la fonction que j'ai déjà une autre fonction, hein. On le voit aussi. J'ai accompagné notamment pas mal de clients qui sont à la fois DRH et DAF. Voilà, c'est quelque chose qu'on voit finalement dans certaines entreprises, notamment des PME. C'est des choses qui sont assez souvent couplées. Le type C, ça va être, j'ai déjà exercé la fonction, mais là, franchement, travailler dans l'industrie pétrolière, moi, je peux plus, quoi. Donc, j'ai envie d'exercer la fonction de directeur financier ou de responsable administratif et financier dans un secteur qui, pour moi, va avoir plus de sens que l'industrie pétrolière. C'est un exemple. Ne le prenez pas comme un jugement sur l'industrie pétrolière. Voilà, j'aurais pu prendre un autre exemple, l'industrie de l'armement ou d'autres choses où c'est vrai. Il y a beaucoup plus de discussions finalement sur ces industries-là, sur le sens qu'il peut y avoir à travailler pour elles que pour d'autres. Voilà. On se pose beaucoup moins de questions en général quand on travaille dans le secteur de la santé. C'est juste un état de fait. Et enfin, la dernière possibilité dans ce cadran, ça va être le type D. Et là, effectivement, on est, comme l'un d'entre vous témoignait, comme moi je témoigne donc de mon expérience en 2012, dont ce qu'on appelle vraiment la reconversion à 180 degrés. Je n'ai vraiment jamais exercé ni la fonction, ni le secteur, mais ça ne veut pas du tout dire, comme je vous le montrer avec mon exemple, que je suis totalement un bleu, que je suis totalement
exempt de compétences, de connaissances. Voilà, moi, ô combien mon expérience de 11 ans de management sont vraiment du sel, quelque chose qui a une énorme valeur ajoutée. Je l'ai tout de suite vu, moi, en 2012, vis-à-vis des organismes de formation, par rapport à quelqu'un qui vient des ressources humaines, qui n'a jamais managé et qui se lance comme formateur en management. La différence, elle est juste énorme. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais peut-être à ce stade, avant que je passe à la place de marché. Alors, il y avait en tout cas pas de questions sur la partie cadran des possibilités. Mélodie nous disait, sur la première question que tu posais tout à l'heure, comment faire pour se démarquer des autres candidats lors d'un entretien, notamment. Okay. Et effectivement, Chloé se présentait aussi et expliquait qu'elle aussi pense à changer de métier. Donc, on est beaucoup sur du changement de fonction. Super, ça marche. Merci. Donc là, ce que j'appelle le use case, donc un cas de figure, c'est une vraie offre que j'ai trouvée il y a certainement 2-3 mois, dont je vais vous parler rapidement. Donc c'est L'Oréal qui cherche un responsable de planning pour un poste en région en France, tout simplement. Et donc, il cherche quelqu'un qui est plutôt titulaire d'un diplôme d'ingénieur et qui a 4 ans d'expérience dans le domaine de la production et de la supply chain. Voilà. Donc, premier cas de figure, par exemple, j'ai fait une école de commerce. Voilà. Et là, je vois, diplôme d'ingénieur. Et puis, j'ai peut-être pas 4 ans, mais j'ai juste fait, en tant que consultant, j'ai peut-être 3 ans d'expérience de consultant, on va dire, dans un cabinet de conseil en management sur Paris. Et mettons que je suis mon conjoint dans cette région, donc à Gauchy. Je ne sais plus trop où est Gauchy, mais peu importe. Je suis mon conjoint et du coup, il faut que je trouve un job dans cette région. Et voilà ce qui va finalement motiver principalement d'ailleurs cette candidature. Donc, j'ai eu une expérience plus ou moins que je peux raccrocher, pas dans le secteur quand même du tout des produits de beauté, hein, plutôt dans un secteur industriel en supply chain, on va dire. Voilà. Du coup, est-ce que je candidate ou pas? Est-ce que je me dis que je coche toutes les cases ou pas? Voilà ma question finalement à vous. Et donc, si je vois un candidat comme ça, moi je vais lui dire, bien sûr, je vais lui dire de valider par 2-3 échanges réseau, donc de contacter des professionnels, grosso modo sur ce genre de poste, qu'un professionnel valide qu'il peut ou elle peut candidater. Je dis toujours cette petite phrase, un consultant en carrière ne connaît pas toutes les fonctions et les secteurs, donc moi j'ai quand même là l'idée que la personne elle va pouvoir candidater. Parce que je me dis, il n'y a pas non plus en région, à voir aussi la zone géographique, mais peut-être pas trop de candidatures, même si c'est un joli nom comme L'Oréal. Voilà, mais à voir, peut-être candidater. Mais une personne qui vient me voir avec ce cas de figure que je disais, je vais plutôt lui dire, ton projet professionnel, c'est quand même un petit peu une reconversion, même si tu affiches quand même 3-4 ans de conseil en management. Voilà, essaie de voir quand même à rencontrer des professionnels et par une approche réseau, à ouvrir des candidatures plutôt que d'avoir une approche réponse à offre, ou en tout cas, je vais dire à ce professionnel, n'est pas qu'une seule attaque du marché par la réponse à des offres, parce que c'est vrai que quand on se reconvertit, quand on a un projet professionnel qui commence à être à 30, voire 50% de degrés de reconversion, on a clairement beaucoup moins de chances que quand on est pile poil dans le benchmark, dans le candidat vraiment recherché. Donc là, en l'occurrence, celui qui a fait un diplôme d'ingénieur et qui a pile 4 ans dans le domaine de la production, en plus qui habite déjà dans la région. Ça, c'est en gros le candidat idéal pour ce poste. Et clairement, hein, c'est ce que je veux vous dire là par ce use case. Si L'Oréal reçoit 3 CV qui correspondent à 100% des 4-5 critères là, principaux du poste, et que vous candidatez, vous n'allez pas être considéré. Hein. Comme beaucoup de recruteurs, quand on
lance une offre comme ça sur le marché, on va vraisemblablement dans un premier temps recevoir 3 candidats. Si dans les 50, 200 candidats qui postulent, il y en a 3 qui cochent finalement 100% des cases, du coup, votre candidature, elle a très très peu de chances d'être retenue. Voilà pourquoi, de toute façon, moi, je conseille, dès même un petit angle de reconversion, de ne pas se cantonner à ne répondre qu'à des offres. Voilà. Déjà parce qu'il y a un marché gris aussi, et puis tout simplement parce que quand on est dans une reconversion ne serait-ce qu'à 20-30 degrés, vraisemblablement, on ne coche pas toutes les cases, au sens, si on regardait là, peut-être les 6-7 cases qu'on peut discerner dans cette offre, voilà, est-ce que je coche ces 6-7 cases de manière tout simplement là très très logique. Donc voilà pour déjà vous montrer que, attention à la réponse à offre. J'ai accompagné il y a 2 ans une personne qui était pourtant dans une mobilité interne à la caisse primaire d'assurance maladie à Paris et qui me disait: Cyril, ça fait 9 mois que je suis en mobilité interne et je suis toujours dans les personnes qui sont reçues, mais je ne suis jamais la personne retenue. Une autre personne aussi que j'ai accompagnée qui me dit: Cyril, il y a quelque chose qui ne va pas, là j'ai que des réponses négatives. Et cette deuxième personne, je lui dis: mais en fait c'est un peu normal parce que tu es quand même, on peut dire, en reconversion. En tout cas, tu vas vers un projet professionnel et tu ne corresponds pas au candidat ou à la candidate idéale au sens qui va effectivement cocher toutes les cases. Moi, je lui ai dit: je te conseille d'entreprendre une démarche réseau et d'essayer d'ouvrir des possibilités de candidature spontanée ou alors de réponse à offre, mais bien balisée en amont par une démarche réseau, à savoir la rencontre avec des professionnels dans la fonction et le secteur. Voilà quelque chose qu'il est indispensable de faire, notamment quand on est en reconversion. Alors, est-ce qu'il y a des questions, Mej, là-dessus? Non, je vois pas de questions, Cyril. Il y a eu un petit souci technique pour Christine, mais ah, pardon, si, Mélodie. Mélodie nous dit, dans le cas de cet exemple, quel est le critère le plus important? Le diplôme d'ingénieur, les 4 ans d'expérience ou la connaissance de la supply chain? Alors clairement là, je pense que le diplôme d'ingénieur n'est pas forcément indispensable, que quand on est candidat et qu'on a fait une école de commerce et qu'on coche les 4 ans dans le domaine de la production et de la supply chain, même j'ai envie de dire 2 ans, on est sur 50% de 4 ans, c'est OK. Je vais vous prendre un exemple qui est tiré tout simplement là de ma vie personnelle, enfin professionnelle du coup. En 2000, après moi j'ai fait donc 4 ans de conseil en stratégie, je vous ai dit. Et donc, j'ai fini par 3 ans dans le secteur bancaire. Et ma première année de conseil en stratégie dans le secteur industriel. Et je gardais de ce secteur industriel une image de dynamisme. Et je trouvais que le secteur bancaire avait beaucoup d'inertie, en fait. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'aller dans le secteur industriel sur des projets de lean management, sur des projets de restructuration industrielle. Et j'avais finalement juste 1 an d'expérience dans le secteur industriel et surtout 3 ans dans la banque. Et je réponds à une offre par un cabinet de recrutement. Il cherchait quelqu'un qui mettait 10 ans d'expérience professionnelle. J'en avais 4. Pour l'industrie chimique, une filiale d'un grand groupe allemand. Je cochais les cases sur la partie linguistique, anglais, allemand, français, et c'était un poste dans la banlieue parisienne avec des déplacements en Allemagne. Eh ben, j'ai candidaté et au final, j'ai eu le poste. Et pourtant, je cochais pas du tout la case d'expérience professionnelle. J'étais pas du tout suffisamment aguerri sur les process industriels. Ça parlait de supply chain. Clairement, j'avais jamais fait de supply chain, par exemple. Voilà. Donc, pourquoi je réponds? Voilà. Souvent aussi, dans les offres, il y a un phénomène qui est, j'en rajoute un petit peu, pour décourager justement ceux qui ont la croyance que voilà, je veux aussi quelqu'un qui est ambitieux, peut-être quelqu'un qui va candidater alors qu'il n'a pas exactement tout, mais finalement, il en a envie.
Et finalement, est-ce que c'est pas ça qui est important aussi? Cette portion de motivation et d'envie. Même à quelqu'un qui va oser, voilà, quelqu'un qui va oser, on y reviendra après parce que oser est dans ma recette, qui va oser candidater, faire acte de motivation, acte de candidature, et qui va me convaincre. Hein. Donc voilà pour répondre à la question. Je pense que le diplôme n'est pas si important. C'est surtout l'expérience et encore 50% du temps, là en l'occurrence, à mon avis, peuvent suffire à être qualifiés pour l'entretien. Voilà. La connaissance du secteur, là, à voir, par contre, peut aussi être un point d'importance, par contre, voilà, ou pas. Alors, pour continuer, là, j'en viens donc à ce que je disais dans mon plan, reine Logik en allemand, la logique. Hein, c'est le même mot, pas exactement orthographié de la même façon. Et donc là, je vous amène un support que j'utilise aussi dans mes accompagnements. En l'occurrence, là, vous le voyez, dans un séminaire que j'anime sur une journée qui s'appelle « Faire le point sur ses compétences et activer sa recherche », où du coup, les personnes arrivent avec un projet professionnel relativement bien ficelé et on va travailler sur une journée entière avec très concrètement des outils et déjà donc ce premier outil qui est la fiche projet professionnel avec, vous le voyez, déjà 5 cases dans la partie supérieure. Déjà, ce support, pourquoi je l'ai mis? Pour que ça donne un degré de clarté pour la personne sur ce qu'elle sait, sur son projet professionnel et sur surtout ce qu'elle ne sait pas encore et donc peut-être ce qu'elle doit faire pour être déjà à 100%. Là, je ne parle même pas de candidature, déjà au niveau connaissance. Ai-je bien creusé tout ce que j'ai à creuser sur mon projet professionnel pour ne serait-ce qu'être prêt à candidater? Et donc, les éléments d'importance pour faire ça, c'est déjà, suis-je clair sur l'emploi? L'appellation. Ai-je regardé sur des sites d'emploi? Ai-je suffisamment passé de temps? Ai-je regardé suffisamment d'offres pour savoir un petit peu les différents types d'appellations du poste que je recherche? Parce que souvent, il y a le répertoire en France Rome, le répertoire des métiers géré par Pôle emploi, mais souvent, les entreprises dans leurs offres font œuvre de créativité. Et souvent, il y a plein de termes différents. Et quand je vais, moi, mettre une alerte sur un site d'annonce, il faut que je sois au clair, justement, sur ces différentes appellations pour bien mettre tous ces termes. Est-ce que je suis au clair sur le niveau de rémunération? Ce serait dommage que je ne demande pas assez à un candidat qui a des prétentions salariales inférieures. Ça arrive, ça peut surprendre certains, mais ça arrive. C'est un super mauvais message pour un recruteur. Ils peuvent offrir 38 et je demande que 33. J'ai eu un client qui récemment est venu vers moi qui m'a dit, ben voilà, j'étais pas assez bien informé, j'ai pas demandé suffisamment. Comment je me rattrape? Ouais, ça arrive. Deuxième point, c'est le marché. Ai-je suffisamment creusé le marché, notamment, et très important par rapport à cocher toutes les cases, suis-je au courant de qui est le candidat idéal, finalement? Qui est le candidat qui va cocher toutes les cases? Ce qu'on appelle aussi en marketing le benchmark, le candidat lambda idéal pour le poste. Voilà. Suis-je au clair? Et ça, d'avoir lu ne serait-ce que 10 offres d'emploi, ça suffit déjà pour voir les 7-8 cases qu'il faut cocher. Du coup, troisième pan, quels sont mes atouts, mes compétences, mes facteurs de différenciation par rapport à ces cases à cocher parce que j'ai bien étudié mon marché? Est-ce que je les ai, est-ce que je ne les ai pas? Boum, on passe du coup à la case numéro 4 dans mon support. Est-ce qu'il y a des obstacles? Interne, externe. Interne, l'obstacle bien sûr de la compétence. Est-ce que dans ces cases à cocher de compétences, il y a des choses qui me manquent? Si oui, ai-je déjà creusé comment je peux combler ce manque ou pas? Ai-je creusé sur le net? Ai-je posé la question à des experts, à des gens qui sont dans la fonction, dans le secteur? Que m'ont-ils dit? Voilà. Ai-je déjà fait ce travail? Oui, non. Clairement, si je ne l'ai pas fait, ce travail reste à faire. Boum, plan d'action en bas du support. Je note d'interroger là-dessus des professionnels.
d'aller voir sur Internet, est-ce qu'il y a des formations, en mettant tout simplement formation supply chain, par exemple, voilà, ou certificat supply chain, est-ce qu'il y a quelque chose qui existe? Voilà, je vous en parlerai tout à l'heure, mais j'en parle tout de suite. Est-ce qu'il y a peut-être des formations rapides et pas chères sur Internet aussi, notamment des MOOC, MOOC, M-O-O-C, comme Massive Online Open Course, pour très rapidement, en 8 semaines, 10 semaines déjà, avoir, rajouté cette corde à mon arc et déjà être, beaucoup plus employable et, en termes de petits messages dans ma tête, beaucoup plus dans un état positif. Hein. Donc voilà, pour le pan numéro 4, les obstacles externes, ça va être la concurrence. Et là, donc, il y a eu la question tout à l'heure de l'un d'entre vous. On peut déjà cocher toutes les cases et pourtant se poser la question, et c'est très bien, de se dire comment, même si je coche toutes les cases, je vais quand même me démarquer. Et donc là, je réponds tout de suite à la question, c'est qu'est-ce que j'ai en plus que le benchmark, justement, hein? Et voilà, même si je coche toutes les cases, j'ai peut-être dans mon parcours des choses en plus que le benchmark, que ce que j'ai vu, on ne demande pas. Mais comment je peux vendre cette différence, cette valeur ajoutée par rapport à un recruteur? Hein, donc ça, c'est important à voir ça. Donc là, je suis plutôt sur le fond du sujet. Et juste pour finir à répondre à la question sur la forme, j'y reviendrai après, comment je peux me démarquer sur la forme? Donc là, ça va être le CV, la lettre de motivation. Qu'est-ce que je peux faire de différent là-dessus? Est-ce que je peux peut-être faire un CV vidéo? Est-ce que je peux peut-être, voilà, de manière sur la qualité des supports, la forme des supports, me démarquer? Voilà, tout ça, très important. N'hésitez pas aussi de manière humble dans les entretiens réseau à poser la question à un recruteur. Quel est le candidat qui un jour peut-être, quand il a candidaté pour un poste auprès de toi, a fait œuvre d'originalité? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans tous les recrutements auxquels tu as eu affaire jusqu'à présent? Hein? Comment finalement arriver à amener la différence qui va faire la différence, en fait? Hein? Voilà. Juste, c'est pas tellement important par rapport à notre sujet sur la logique, mais j'en parle puisque c'est aussi la dernière case sur mon support, la case numéro 5. Quelles sont ces premières personnes auxquelles je pense, ces contacts que j'appelle bienveillants, ces personnes que je peux déjà contacter pour avoir quelques réponses? Si notamment après avoir rempli les 4 premières cases, je vois bien qu'il y a déjà pas mal de réponses que j'ai pas encore, et du coup, il va falloir que je les recherche, en fait. Hein. Quels sont aussi ces sites internet, ces revues, ces magazines que je peux feuilleter, ces sites que je peux consulter pour avoir les infos. Tout ce qui est source d'infos. Et donc tout ça, j'en décline un plan d'action fait donc de choses à faire, de sources d'infos à consulter, de personnes à rencontrer notamment, d'instituts de formation à contacter aussi, hein, pour voir notamment sur l'écart de compétences. Voilà. Mais en tout cas, tout ça m'amène à beaucoup de logique. Hein. Et du coup, par rapport à je coche pas toutes les cases, par rapport à ces pensées, là, pour le coup, j'ai challengé mes pensées par cette logique. Et c'est vraiment la première chose à faire. Et du coup, là, j'ai quelque chose qui correspond plus à des croyances limitantes, qui correspond là maintenant à des choses où, il y a un écart de compétences. Cet écart de compétences, des gens m'ont dit qu'il n'était pas grave. Cet écart de compétences, quand même, dans une des compétences, une personne que j'ai rencontrée m'a dit qu'il fallait que je le comble, notamment pour candidater. Voilà un peu ce qu'il faut voir. C'est finalement, je réponds à 70% des critères, mais les 30% d'écart ne sont pas gênants. Ça, des professionnels l'ont validé. Dans ce cas-là, c'est OK. S'il y a dans les 30% qui manque quelque chose qui est bloquant pour candidater, pour être éligible, hein, pour être employable, comment je fais finalement? Hein? Dans ces 30%, il y a 10% là qu'il me faut absolument combler. Voilà comment je fais. Comment je fais? À vous d'aller trouver, par l'expérience sur le terrain, par une formation, comment vous allez faire. Mais là, on est dans la logique. Hein. Donc cette slide, là, c'est plus, ne fait que reprendre en fait ce que je viens d'expliquer, donc je ne vais pas revenir dessus. Et donc pour finir avec la logique, même si j'ai déjà dit beaucoup de choses,
Mapper les compétences, c'est vraiment dans ce qui est important, hein. Donc, je vous ai déjà dit, les compétences du poste. Quelles sont les peut-être 7 compétences du poste indispensables? Mes compétences à moi. Comment je fais cette correspondance? Est-ce qu'il y a un gap? Est-ce qu'il y a un écart? J'aime beaucoup moi, parler de pourcentage de matching, même si c'est un anglicisme, mais bon, quand on travaille comme moi dans 11 ans dans la banque d'investissement et comme j'imagine aussi dans beaucoup d'entre vous dans certains secteurs, ben, il y a beaucoup de mots anglais. Donc bon, le pourcentage de correspondance, même si je pense beaucoup d'entre vous comprennent bien ce terme de matching, voilà. Et je dis aux gens qui viennent me voir souvent, oui, quel est ce pourcentage, hein? Et je dis, tu as 70%, sauf si un professionnel va te dire que 70%, c'est pas assez, notamment dans les 30% qui manquent, il y a un point bloquant, vas-y, quoi. Moi, c'est un peu ce que je dis souvent, 70%, il faut y aller. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a de la surenchère dans les offres, hein. Dans les offres qu'on voit, dans les offres d'emploi, il y a souvent de la surenchère de la part du recruteur qui cherche un mouton à 5 pattes, mais qui se contentera d'un mouton à 4 pattes. Voilà, parce que c'est déjà top. Qu'en disent les pros? Donc ça, c'est ce que j'ai déjà dit. Et puis, donc, comment combler le gap de compétences, l'écart de compétences? Ben, une formation longue, à vous de voir, hein, si c'est faisable pour vous. Euh, Quelqu'un que je n'ai pas accompagné, mais qui est diplômé de la même école que moi, à 32 ans, elle est repartie dans des études longues, dans un cursus de 4 ans pour être orthophoniste, hein. Elle a du coup identifié que c'était la seule façon qu'elle avait d'y aller. Et c'est quand même un cursus qui est assez lourd, hein. C'est 4 ans d'études, il y avait un concours. Et ben, elle a passé tous les concours de pas mal d'écoles. Elle a été prise à l'école à Paris et elle a fait cette formation de 4 ans en orthophonie. Voilà. Aujourd'hui, donc, on y trouve beaucoup d'articles sur la naturopathie parce que beaucoup d'articles montrent que c'est un petit peu la reconversion la plus courante dans toutes les reconversions. C'est à la mode. Pour avoir connu quelqu'un qui s'est reconverti en naturopathe, il y a pas mal de formations part-time, hein, donc les week-ends. Ça dure bien sûr un petit peu plus longtemps, mais de mémoire, en 2-3 ans, on peut se former à la naturopathie. Ou alors, comme j'ai déjà dit, il y a des MOOC, hein. Donc là, j'ai mis, mais je vous enverrai le support en version PDF après le webinaire, donc vous aurez le lien. C'est un article de mon blog, tout simplement, qui vous donne notamment les 3 grandes plateformes de MOOC, que je vais quand même vous citer là. Donc, il y a edX, EDX, il y a Coursera, COURSERA, et il y a Fun, pour la plateforme francophone, France Université Numérique, qui ont de plus en plus de MOOC. Moi là, je me suis inscrit, je crois, à mon 15e MOOC depuis 2014. Je suis toujours épaté par la qualité pédagogique, parfois qui est même bien supérieure d'ailleurs à des formations en présentiel, hein. Et je suis formateur, donc ça me fait un peu mal de vous dire ça, mais il y a vraiment des formations en digital qui sont d'une qualité exceptionnelle, hein. En termes de contenu, même de plus en plus sur la forme, hein, avec de l'interactivité, etc., etc. Voilà. Autre élément, un apprentissage sur le terrain par le bénévolat. Ça peut être aussi une façon de combler un gap de compétences, notamment pour quelqu'un qui veut lancer une activité de freelance, hein. Commencer un jour, bah, c'est peut-être commencer effectivement avec des bêta-testeurs, comme je le disais, par le bénévolat. Toujours dans la logique donc de l'entrepreneuriat, du freelancing, peut-être commencer à rencontrer les premiers usagers. On a l'idée de développer une application smartphone, et ben rencontrer les premiers usagers, s'enquérir de leurs besoins, et puis créer une version bêta de cette application, et puis etc. Ça vaut aussi pour un site internet, pour un produit, hein. Voilà, tout ça, c'est ce qu'on appelle la méthode Lean Startup. C'est une méthode donc comme son nom l'indique, pour les startups, qui est une méthode agile pour lancer une activité. Donc voilà quelques idées, c'est pas exhaustif, qui vous permet de combler un gap de compétences, d'aller rencontrer un recruteur, d'aller rencontrer un marché, alors qu'au démarrage, il y a quelque chose qui manque et qui est a priori bloquant. Après, pour continuer quand même, et notamment continuer de répondre à la question comment je peux faire pour me différencier. Quelqu'un qui coche déjà toutes les cases, bien sûr qu'il peut augmenter son employabilité en faisant aussi ça, tout ce que je mentionne là. Ça, c'est super important. Je coche déjà toutes les cases, mais je veux me différencier. Sur le fond,
sur le fond et sur les compétences, c'est peut-être justement aller faire quelque chose, notamment aujourd'hui, de plus en plus, le digital est nécessaire. Si vous êtes comme moi, un diplômé d'une école, enfin de schéma du coup, dans les années 90 ou même dans les années 2000, il se peut qu'il y ait des connaissances que vous ayez besoin de rafraîchir, notamment sur la notion de digital en fait. Et ben, il y a notamment sur, bien sûr, les plateformes digitales, énormément de formations là-dessus, donc peut-être que c'est le moment d'aller vous upgrader, vous renforcer, même si vos responsabilités vous ont amené à déjà expérimenter le digital dans vos fonctions marketing, par exemple, peut-être qu'un certificat, peut-être qu'une formation, un MOOC, voilà, va renforcer votre employabilité et que le recruteur, il va regarder ça d'un œil particulièrement positif, que vous soyez une personne qui continue tout au long de la vie à vous former. C'est un beau signe aussi pour un recruteur d'ambition, en fait, et ce n'est pas négligeable du tout. Voilà. Donc voilà pour la partie logique. Peut-être des questions, Neige? Alors, pas de questions sur cette dernière partie, Cyril. En revanche, il y avait 2 interventions qui datent maintenant d'un petit quart d'heure. Chloé posait une question. Elle disait: «Je voudrais savoir si en termes de reconversion, tu as déjà aidé un profil retail à devenir consultant?» Elle faisait part de son expérience en disant qu'elle était elle-même dans le retail, qu'elle avait passé un entretien en cabinet de conseil en misant sur ses connaissances terrain, et que les entretiens s'étaient soldés par une réponse négative. Avec l'interlocuteur lui disant bah, vous ne connaissez pas le métier de consultant finalement. Donc ça, c'était un premier témoignage. Et un second témoignage, celui d'Arthur, qui dit qu'il a effectué un virage à 380 degrés en sortant de schéma et en partant vers la grande distribution au lieu de l'audit conseil. Il a gravi plusieurs échelons, il a quitté la grande distribution, il a essuyé plusieurs refus au motif d'être surqualifié. Du coup, il se pose une question par rapport au fait de suffisamment cadrer sa recherche d'emploi. Ok. Alors, par rapport à la première question, oui, alors j'ai un ami qui s'est lui reconverti effectivement, en l'occurrence il avait une grosse expérience de retail dans le consulting. Il a effectivement essuyé des refus dans un premier temps. Au final, il s'est lancé en tant qu'indépendant. Il était notamment un cas qui peut être assez fréquent. Il avait 15 ans d'expérience dans une seule entreprise. Et donc, ça fait beaucoup peur, en fait, ces profils au cabinet de conseil, parce qu'une grosse expérience, certes riche, dans une seule entreprise, ça fait beaucoup peur, en fait, parce que du coup, l'adaptabilité, la question de l'adaptabilité, etc. Donc, pourquoi pas se lancer en indépendant et convaincre directement des clients et d'aller, si vraiment le statut d'indépendant ne vous va pas, dans un second temps, une fois on vous est testé pendant 6 mois, 1 an, voire plus, en tant qu'indépendant, et du coup, vous avez expérimenté cette posture de conseil, là, du coup, d'aller frapper à ce moment-là aux portes des cabinets de conseil. Sinon, à nouveau, je vais dire, c'est contacter des partenaires. Du coup, je pense que là, c'est le niveau qu'il faut contacter. Peut-être des partenaires de schéma, parce que c'est fou ce que d'avoir fait la même école, ça crée bien sûr de connivence, mais peut-être pas que de schéma alumni non plus. Qui sont dans ce rôle de partenaire dans le secteur du conseil, et posez-leur clairement la question, voilà, je me heurte à des refus, comment je peux me vendre mieux, différemment, qu'est-ce que tu me conseilles de faire, comment tu me conseilles d'approcher finalement ces cabinets, et vraisemblablement en contactant quelques partenaires, si tout se passe bien, c'est par la démarche réseau que vous allez être embauché. Et du coup, c'est encore une fois ce que je conseille, c'est de dire oui, la candidature spontanée, parce que vraisemblablement, ils ont suffisamment de candidats qui cochent toutes les cases. Et du coup, vous n'avez pas l'expérience de conseil. Et du coup, c'est peut-être quand même une case importante. Et peut-être que la réponse à offre, du coup, n'est pas la bonne stratégie. Elle n'est certainement pas la meilleure, en tout cas, dans votre cas. Et qu'il faut aller contacter des partenaires, des consultants seniors, des managers dans le conseil qui vont vous donner les clés. Voilà. Et puis après, juste pour élaborer un peu sur la démarche réseau,
peut-être que pour ce cabinet de conseil aussi, si vous aviez répondu à une réponse à offre, vous n'auriez pas été pris, mais parce que du coup, vous avez rencontré un partenaire, que du coup, ce partenaire, le contact a été excellent en termes de personnalité, il a complètement tilté sur vous, du coup, il vous aurait peut-être jamais envisagé s'il avait reçu un CV, mais d'avoir passé 1 heure avec vous dans son bureau ou dans un café proche du bureau du siège du cabinet de conseil, du coup, il a envie de vous recruter. Enfin, c'est ça qui se passe dans la démarche réseau quand même, il faut le savoir. Et donc, c'est pour ça on parle de magie et en même temps, il y a quand même beaucoup de logique qui sont tout simplement l'intuitu personae, quoi. Cette personne-là, je l'ai vue pendant 1 heure, je suis convaincu que j'ai envie de bosser avec elle, tout simplement. Voilà. Sur la deuxième question, la question donc de la surqualification. Alors, là, il faut regarder au cas par cas, mais effectivement, souvent, c'est aussi peut-être la croyance de l'entreprise, la personne va être trop chère ou la personne ne va pas être motivée parce que je juge, à tort ou à raison, qu'elle est surqualifiée pour le poste. Donc là aussi, si vous vous heurtez à ce genre de jugement, de feedback de la part d'entreprise, déjà, est-ce que c'est bien ça la problématique, hein? Ça, faut vraiment aussi vérifier que la croyance je suis surqualifié pour le poste et du coup, je fais fuir les recruteurs là-dessus, à vérifier si c'est vraiment le cas. Si c'est vraiment le cas, peut-être effectivement passer là aussi par la démarche réseau en du coup rassurant le recruteur, enfin qui du coup le networker, pas le recruteur là tout de suite, mais sur le fait que c'est OK pour vous, en fait. Il y a suffisamment d'humilité, il y a suffisamment de motivation pour l'entreprise pour que finalement, toutes les étoiles de général que vous avez accumulées, vous ne les utilisiez pas toutes. Et que vous avez une expérience de général 3 étoiles, un poste de général 2 étoiles, ça vous suffira. Mais il faut rassurer le recruteur parce qu'il y a immanquablement la question de la motivation, au-delà de la question de la rémunération, certainement, qui peut faire peur légitimement à un recruteur là-dessus, hein. Ça, c'est assez logique là aussi pour le coup. Voilà. Donc voilà pour la réponse à ces 2 questions. D'autres choses, Mej? Oui, Cyril, Catherine revenait alors sa question à elle au départ, elle, c'était son objectif par rapport à la vente d'un produit très technique sans avoir les connaissances techniques approfondies. Est-ce que tu as quelque chose par rapport à ça? Et quels seraient les facteurs clés? Et il y avait une autre dimension dans sa question. Elle demande si tu vas aussi aborder la partie langage corporel ou vocabulaire à utiliser pour convaincre. Alors ça, non. Non, 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 non. Mais alors, vendre un produit technique, parce qu'on est beaucoup plus pour moi dans la négociation là, hein. Même si on est effectivement dans le convaincre. Là après, je pourrais donner un jour ce webinaire, pourquoi pas, mais là on est sur comment beaucoup plus la négocier, où là effectivement le triptyque, où il y a le non-verbal, etc. qui va, mais on est beaucoup plus sur communication, négociation là quand même. Alors sur la vente d'un produit technique, donc est-ce que tu es la seule, donc du coup, dans ton entreprise à faire ça? Est-ce que tu peux te former avec un collègue? Euh, est-ce qu'il y a du coup le fournisseur, est-ce que l'entreprise est elle-même le fournisseur du produit? Est-ce qu'il y a un fournisseur du produit externe? Est-ce que tu peux te former avec ce fournisseur? Enfin, là, il faudrait que j'ai des choses beaucoup plus concrètes, mais je suis sûr qu'il y a des solutions. Ouais, c'est évident qu'il y a des solutions pour quelque part se former. Voilà. Après, je ne sais pas quel est ce produit, etc., etc. Mais voilà. Alors, même si si tu es la seule dans l'entreprise, que l'entreprise, voilà, c'est aussi comment il est fabriqué, comment voilà, sans plus de données, j'ai du mal à voir pourquoi ça serait totalement impossible quelque part de se former à la connaissance technique du produit. Voilà. Donc, je vais continuer parce qu'il nous reste un petit quart d'heure. Donc, continuer sur ma différence. Donc, la différence, pour moi, elle est toujours un atout, mais malheureusement, on ne la voit pas toujours comme un atout. Et là, j'ai mis la photo d'une pépite, parce que je pense que si vous ne cochez pas toutes les cases, c'est que vraisemblablement, vous venez d'un autre monde, vous avez d'autres compétences. Et que finalement,
ces compétences qui, vous dites peut-être, elles ne vont pas être utiles dans le poste, eh ben, là, je vous invite à regarder les compétences qui sont transférables. Est-ce que vraiment, les compétences que vous avez en plus, et ça, c'est dans le mapping de compétences, hein, j'en ai pas parlé, mais que c'est déjà à faire, ou vraisemblablement, moi, quand j'accompagne des gens là-dessus, c'est de dire, OK, tu n'as pas exactement ça, mais ce que tu as mis là dans tes compétences, c'est vachement assimilable quand même à la compétence qu'ils recherchent. Donc, c'est ce qu'on appelle ça une compétence transférable. Donc, elle est transférable finalement de mon ancien environnement au nouvel environnement assez facilement. Voilà. Hein. Donc ça, c'est un premier point. Après, il peut y avoir des compétences carrément autres. Et ben, c'est comment finalement je vais, moi, travailler mon discours, et on va y venir tout à l'heure, sur l'offre de service, rapidement, pour dire, voilà, ben, j'offre ça en plus, quoi. Enfin, c'est énorme. Enfin, moi, j'ai la conviction, en tout cas, souvent que c'est énorme. Je vais prendre un exemple rapidement que j'ai déjà évoqué, mais moi, formateur en management en 2012, expérience en formation, pas zéro, parce que dans le conseil et puis aussi en entreprise, j'avais quand même parfois formé, pas vraiment en management. Mais voilà, 11 ans d'expérience, c'est énorme en fait au management. Hein. C'est plein d'anecdotes pour les former. Et ça, les entreprises, les organismes de formation qui peuvent être des canaux pour moi pour aller atteindre donc des clients finaux, c'est hyper valorisé en fait. Donc j'ai vite compris que c'était une pépite dans mon profil et que tous les formateurs n'ont pas. Voilà. Donc c'est comment, mais là c'est à voir au cas par cas pour chacun d'entre vous, comment finalement ce que vous avez en plus, qui est clairement pas dans l'offre, hein, qui est clairement pas dans les offres, comment vous pouvez quand même le vendre et comment il faut le vendre comme un atout. Alors la recette, donc je ne reviendrai pas là-dessus, j'ai déjà élaboré là-dessus, mais c'est le principal. 200 grammes de logique, bien pour montrer qu'en termes de proportion, c'est très important. Deuxième élément, la confiance en soi. La logique doit amener déjà une partie de confiance en soi, hein, par rapport à cette croyance limitante que je n'aurais pas creusée. La logique vous a déjà un petit peu rassuré vraisemblablement. Hein, voilà. Et le dernier point, de l'audace. Donc ça, je vais revenir en détail sur chacun des éléments. La démarche, pour moi, ce que je conseille, c'est d'appliquer la logique avec la fiche projet pro, hein, d'ajouter la confiance en soi et l'audace, et ensuite donc de présenter le produit en démarche réseau pour m'assurer quand même que tout ça va bien, et ensuite de candidater. Si je candidate, peut-être que la démarche réseau aura suffi pour trouver un poste, des clients plutôt aussi, là pour revenir à l'entrepreneur qui répond à des appels d'offres, c'est l'équivalent dans le monde entrepreneurial à répondre à des candidatures dans le monde du candidat. Voilà. Donc faire en sorte que l'on me goûte et que quelqu'un ait envie d'acheter le produit, moi, SASU, donc Société par Action Simplifiée Unipersonnelle, qui est un des statuts. Alors, la confiance en soi, j'ai déjà dit, la logique vous a normalement boosté. Oui, parce que la logique, c'est j'ai pris conscience de mes compétences par rapport aux compétences du poste. Vraisemblablement, par rapport à avant d'avoir fait ce travail de logique, je suis un peu plus confiant. Et là, je vous présente cette phrase aussi que je trouve énorme, que j'ai vue dans un séminaire de profs de yoga en Suisse il y a 2 ans. Et donc, c'est ce formateur, ce yogi allemand qui le présentait en anglais. Si vous avez été capable de croire au Père Noël pendant 8 ans, est-ce que vous n'êtes pas capable, vous ne pensez pas, de croire à vous pendant 5 minutes? Voilà. Et là, je me suis dit, ouais, cette phrase pour moi, elle est juste énorme sur la confiance en soi. Et donc, c'est cette phrase que je voulais vous proposer sur cet élément-là. Voilà. Mais la confiance en soi, c'est donc prenez conscience de vos compétences, écrivez peut-être 10 succès qu'on appelle aussi des réalisations probantes sur ces, voilà, pour bien prendre conscience de toutes vos compétences. Beaucoup vont être nécessaires dans le poste, beaucoup vont être transférables vers le poste. Et si vous avez manqué de confiance, faites ce travail d'écrire peut-être 10 succès dans votre vie professionnelle, personnelle, associative, académique passée. Allez-y. Troisième ingrédient dans ma recette, après la logique et la confiance, le côté audace. Donc là, rapidement, la première image, donc c'est dans les 5 regrets des mourants, le premier regret des mourants,
Donc les gens qui sont sur leur lit de mort, c'est « j'aurais aimé vivre la vie que je voulais vraiment et pas celle que les autres voulaient pour moi ». Donc voilà, à un moment donné, c'est se dire « j'ai une envie, j'ai peut-être pas toutes les cordes à mon arc, mais je vais oser. Je me confronte à la réalité avec la logique, et puis il y a des choses qui me manquent, et ben je me forme et puis je vais y aller, parce que j'en ai vraiment envie, et que finalement, il y a des gros risques à ne pas faire, hein, c'est de regretter, de ne jamais savoir ce que ça aurait pu donner si un jour j'avais osé écouter la petite voix intérieure qui me disait que j'ai envie de faire ça. Hein. Oser aussi donc aller rencontrer des gens, c'est ce que je mets avec l'image là de cette application digitale Shaper, SHAPR, pour aller rencontrer des gens sur ma géographie, puisque c'est une application qui, comme beaucoup, utilise la géolocalisation. Aller rencontrer des professionnels aussi, donc comment utiliser les moyens du digital là pour le faire. Comment peut-être aussi oser la forme, j'en ai déjà parlé avec un CV vidéo, l'image que j'ai mis avec le clap. Voilà, faire un CV vidéo de 2 minutes 30 pour peut-être sur la forme être un petit peu différent des autres candidats. Enfin, dernière chose sur oser, osez vous entourer d'une personne, osez contacter peut-être un mentor, quelqu'un qui peut vous tendre la main pour vous accompagner en fait dans cette démarche, parce que c'est vrai que c'est important quand on est dans une démarche de reconversion, ne serait-ce qu'à 20, 50, 90, encore plus 180 degrés, que d'être accompagné. Et là, je vais juste vous apporter mon témoignage quand j'étais dans une formation de coaching, c'est que quand on va dans une formation, ce qui est énorme, c'est qu'on a vraisemblablement au moins 8 à 12 autres personnes avec nous, voire parfois 20. Alors là, ça peut être un petit peu beaucoup pour être en formation à 20, mais bon. Du coup, c'est autant de gens qui ont une problématique similaire à la mienne. Et aller se former, c'est aussi aller rencontrer des gens qui, comme moi, ont cette envie, ont cette intuition qu'ils ont envie d'être naturopathes, ils ont envie d'être coach, ils ont envie d'être un professionnel du marketing digital. Et comme moi, ils se sont inscrits à cette formation. Et ben, du coup, on va travailler aussi ensemble la partie candidature. Peut-être on est un réseau entre nous. Hein, voilà. Voilà quelques idées. L'offre de service, et c'est juste là pour finir en fait ce webinaire, puisque c'était une des promesses de l'accroche. Donc, comment vous vendre? Donc là, c'était un support de start-up, mais qui a été aussi adapté à se vendre, puisque dans la candidature, j'ai ô combien un produit à vendre, c'est moi. Hein. Donc, on appelle ça le personal branding. C'est si moi, je suis un produit finalement, quelle est la contribution? C'est la case du milieu. Qu'est-ce que j'apporte? À quoi j'ai envie de contribuer? Vis-à-vis de qui? Donc ça, c'est la case tout à droite, qui sont les clients. À quoi donc j'ai envie de contribuer? Donc la phrase va être « Je permets à des clients de… » et là, votre verbe de contribution, peut-être avec un adverbe de mieux, de plus vite, aller vers. Et là, la petite phrase qui est votre pépite que je vous conseille d'ajouter, et d'ailleurs, j'ai dans mon expérience telle chose qui est une vraie valeur ajoutée pour le faire. Et c'est là que je vous conseille dans votre discours, dans ce qu'on appelle un pitch en fait, hein, parce que ce support, moi je l'utilise pour accompagner, pour aider mes clients à formuler un pitch ou une offre de service. Et donc d'amener là, à ce moment-là de la contribution, ce qui est votre différence, votre pépite pour l'offre que vous avez à amener au client. Parce que moi, j'en suis convaincu, la différence, c'est un atout. La différence, beaucoup d'entre vous le voient comme une limite, vraisemblablement, ou le voyez comme une limite, mais à la fin, moi, je vous conseille, parce que j'en ai la conviction, de le voir comme un atout. Voilà. Vous n'êtes pas le candidat lambda, et du coup, c'est aussi, quelque part, un avantage pour candidater au poste, pour répondre et proposer de manière spontanée votre candidature sur ce poste. Donc voilà, je finis par quelques ressources qui sont des job boards, ces sites d'annonces, parce qu'ils sont certainement la première chose vers laquelle vous devez aller. Et donc, il y en a 4 qui sont vraiment les principaux pourvoyeurs d'offres en France, qui sont donc LinkedIn, c'est le premier, l'APEC, Glassdoor et Indeed. Voilà. Et quelques livres
quelques livres que je vous conseille aussi. Les 5 regrets des personnes en fin de vie, que j'ai rapidement mentionné. L'éloge de l'audace, qui est un très beau livre de Philippe Gabillier, l'éloge de l'audace et de la vie romantique. Et enfin, pour celles et ceux qui ont envie de lire un roman très très chouette, je l'ai lu en anglais, ça s'appelle The Life List, et en français, il existe maintenant, ça s'appelle Demain est un autre jour. C'est un très très beau livre qui est une très belle aventure sur comment oser vivre finalement à 30 ou 40 ans les rêves qu'on avait à 20 ans. Et voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est une lecture qui, moi, m'a vraiment enthousiasmé il y a 2 ou 3 ans. Et donc, je vous conseille chaleureusement de le lire. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions maintenant? Alors, oui, Cyril, il y avait 2 questions. Romain disait que dans son cas, qui est une orientation vers un métier de commercial, les recruteurs demandaient énormément d'expérience terrain. Et il rebondissait sur les MOOC dont tu parlais en disant: j'ai peur que les formations en ligne ou certifications ne semblent pas donner suffisamment de gages. Comment faire alors dans ce cas pour combler le gap de compétences? Donc ça, c'était une première question, même si je sais que tu y as répondu en partie sur la suite de ta présentation. Et Miroslav avait une autre question. Il dit que tu parles à juste titre beaucoup de la notion de réseau. Que faire quand on change de région, pays où on n'a pas de réseau justement? Alors, avant que tu apportes une réponse à ça, moi, je vais apporter ma pierre à l'édifice de cette question de réseau et reparler du réseau Schema Alumni qui est présent dans plus de 130 pays avec des petites astuces de prise de contact en utilisant tout simplement l'annuaire et de diplômé à diplômé, prendre contact pour justement rencontrer de nouvelles personnes quand on arrive dans un nouveau pays ou dans une nouvelle région. C'est un outil, il y en a plein d'autres, donc je te laisse compléter cette réponse, mais en tout cas, je ne pouvais pas ne pas en parler. Alors, je vais juste continuer là-dessus en apportant mon témoignage. En janvier 2019, je me suis installé à 60%, on va dire, à Berlin. Alors ça fait 11 ans que j'y viens et j'ai préparé ce départ partiel. J'ai rencontré il y a encore une semaine une diplômée EDEC, hein, c'est mon école, c'est mon réseau, qui travaille chez Doctolib, donc une grosse start-up qui est maintenant même une licorne, donc qui capitalise une valeur de plus d'un, j'ai un doute là sur le chiffre, mais je crois que c'est 1 milliard d'euros. Et donc elle est responsable du People Success chez Doctolib et je l'ai contactée par LinkedIn. Elle m'a reçu 1 heure dans son bureau parce que j'organise un projet début décembre à Berlin et que je cherchais des personnes autour des ressources humaines. Donc voilà, un réseau, ça se fait très très vite. Et pour rebondir sur la notion de réseau sur une géographie différente, le réseau social Meetup et aussi, moi je vois que j'utilise trop peu Facebook. Hein. Les Français à Berlin, dans mon cas, c'est juste énorme aussi sur Facebook, ce groupe, comment ça peut être une ressource aussi sur une dimension professionnelle, mais aussi personnelle, hein, sur des loisirs, des goûts, pas que. Et le réseau Meetup, meetup.com, où il y a plein de groupes sur des goûts personnels, professionnels. Moi qui suis freelance à Berlin, je me suis mis dans plein de groupes de freelance. Il y a des déjeuners, il y a du coworking, et du coup, je rencontre plein de gens. C'est fabuleux. Pour revenir à la première question que tu posais, Mej, donc celui d'entre vous qui veut être commercial et qui se dit, et je pense à juste titre, que c'est pas forcément suffisant de faire un MOOC. Alors, je prétends pas. Là, il faudrait vraiment voir aussi. Encore une fois, un consultant carrière n'a pas réponse à tout. C'est vraiment l'expert dans sa fonction, son secteur, qui va t'apporter la meilleure réponse. Hein. Donc, qu'est-ce qui va te dire que tu peux faire au-delà du certificat et du MOOC? Parce que ça, je pense que c'est de toute façon un plus pour l'employabilité. Voilà. Et aussi, je reviens à la transférabilité des compétences. Et même peut-être à des choses, je ne sais pas, mais je vais prendre un exemple me concernant. J'ai 47 ans, donc autant dire que je ne suis pas tout jeune. Et il y a des choses que j'ai faites forcément, des stages notamment. C'était il y a forcément, ma promo, moi, vient de fêter ses 25 ans, donc c'était il y a plus de 25 ans. Ça peut paraître incongru, mais je peux encore aujourd'hui apporter à quelqu'un quelque chose que j'ai fait il y a 25 ans, et c'est pas forcément un problème. Hein.
Je me souviens encore d'une étude que j'ai faite pour la junior entreprise de mon école. Et ben si j'ai que ça, et ben c'est déjà ça, en fait, tout simplement. D'aller vraiment rechercher dans toute mon histoire de vie. Quand est-ce que j'ai fait du commercial, hein? Et attention, parce que quand on revient au commercial, c'est avoir à vendre quelque chose, hein. Et avoir à vendre, c'est aussi avoir à convaincre, pour revenir donc à une partie donc du titre, hein. Et donc, on a à convaincre aussi peut-être ses enfants de faire quelque chose, même si ça peut paraître décalé, hein. Mais parfois, convaincre des enfants de faire quelque chose, c'est parfois, et je parle, alors j'ai pas d'enfants, hein, pourtant, mais ça peut parfois, à mon avis, être un bien plus grand défi que de convaincre un client d'acheter un produit. Enfin, Neige ou d'autres, vous savez de quoi je parle, voilà, hein. Un peu. Donc, voilà. Mais tout ça pour vous dire que c'est pas forcément dans le contexte professionnel que cette expérience, elle a eu lieu. Ça peut être dans des expériences aussi peut-être associatives. Voilà, ça peut être, et je vais juste finir peut-être là-dessus, ça peut être une expérience de bénévolat que vous avez, que tu as, et on se rend pas compte, mais mine de rien, allez, je vais chercher des financeurs. Tiens, par exemple, je travaille pour une association, je travaille pour une ONG, AMTM, c'est pas mon cas, mais je prends cet exemple-là concret. Et puis, on organise une vente, un dîner de charité. Je fais des call calls, je fais des appels à blanc pour trouver des financeurs. Bah, ne serait-ce que ça, c'est du commercial en fait. Donc, et ça n'a pas besoin d'être forcément sur le produit dans le secteur. Voilà, juste pour parachever la réponse. Merci beaucoup Cyril, il est 13h32, on a déjà dépassé un petit peu l'horaire maximal qui nous était alloué. Il y avait une dernière question de Christine. Alors ce que je te propose Cyril, si tu en es d'accord, c'est que je te l'envoie par écrit et que Ouais. dans le mail que je vais faire avec les slides et le replay, du coup tu puisses éventuellement apporter en 2-3 lignes une réponse à sa question. Je voulais aussi reprendre la parole pendant 1 ou 2 minutes. Alors, pour vous rappeler, parce que c'est vrai qu'on a parlé, enfin, Cyril a beaucoup parlé de compétences transférables, on a parlé de démarche réseau, on a parlé de beaucoup de choses liées de près ou de loin à la recherche d'emploi, au repositionnement professionnel. Je vous rappelle que Schema Alumni propose des services d'accompagnement à la gestion de carrière, que ce soit dans une recherche d'emploi effectif, que ce soit dans un questionnement sur un repositionnement en termes de métier notamment. Nous avons intégré depuis quelques mois maintenant, depuis début septembre, un outil très performant qui s'appelle Parcoureo, qui vous permet de travailler à la fois sur vos compétences et sur vos centres d'intérêt pour aller ensuite identifier des métiers dans une base de données extrêmement complète. Voilà, ça c'est pour répondre notamment à la remarque de Romain sur la partie compétences et d'aller voir du coup des fiches métiers sur lesquelles on va vraiment parler des compétences concrètes nécessaires pour exercer cette fonction. Je vous renverrai dans le mail que je vais envoyer cette semaine une présentation des services. N'hésitez pas à aller voir plus en détail et à me recontacter si vous souhaitez un accompagnement, sachant que, bien évidemment, Cyril peut aussi intervenir en tant que consultant pour Schema Alumni dans un accompagnement carrière. Et pour finir, je voulais juste vous donner les deux prochaines dates des prochains webinaires. Donc, le prochain webinaire sera le 20 novembre sur le temps du midi à l'heure parisienne. C'est une thématique un peu provocatrice que nous avons choisie cette fois-ci, puisque ce sera un webinaire sur l'échec. Comment échouer, plus exactement, comment échouer de manière positive, comment rebondir après un échec. N'hésitez pas à vous y inscrire. Comme d'habitude, les inscriptions se font en ligne sur l'agenda. Et le webinaire suivant sera le 28 novembre, donc semaine suivante. Celui-ci aura lieu cette fois-ci en anglais. C'est un webinaire international sur la thématique des neurosciences, comment apprendre à piloter son cerveau. Voilà, donc de la même manière, les inscriptions se font en ligne dans notre agenda. Cyril, je souhaitais te remercier encore pour cette Merci à super tous. intervention. Je t'envoie donc la question qui restait en suspens et nous vous faisons parvenir dans la semaine, je l'espère, si tout s'est bien passé, l'enregistrement complet de ce webinaire. Je vous souhaite un très bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé, une très bonne journée pour les autres et à très bientôt. Au revoir Cyril. Au revoir.